Bonjour à tous pour ce 15e numéro de Table Ouverte avec Kylian. Table Ouverte qui sera consacrée en cette rentrée justement à la rentrée politique en général et à la rentrée politique de Reprenons le contrôle, dont le congrès a eu lieu un peu avant les vacances, avant les européennes. Et nous sommes convenus de faire une réunion publique, une grande réunion publique qui se tiendra le samedi, retenez bien le samedi 19 octobre, à Paris, donc dans le 15e arrondissement, aux alentours du métro Boucicaut. Et elle se tiendra à partir de 10h30. Il y aura donc trois tables ouvertes. La première consacrée à la vie du mouvement en général et aux nouvelles orientations que nous allons prendre à la suite, notamment des législatives et de la recomposition politique, qui sera le sujet d'ailleurs de ce numéro de table ouverte. Une table ronde donc consacrée à la vie du mouvement, et ensuite un repas, et ensuite deux tables rondes, l'une consacrée à une question économique, sur le thème « Quelle priorité économique pour une France souveraine ?» dans la perspective où nous recouvrions notre souveraineté, que j'aurai d'ailleurs l'honneur d'animer avec des invités. Nous sommes en train de les contacter, ça se passe bien, on a de très bons retours et je pense qu'il y aura des tables assez prestigieuses, en tout cas très, très intéressantes. Et ensuite, il y aura, sous la tutelle et sous la direction de Kylian, l'autre table plus politique qui sera sur la question de la refondation du souverainisme. Voilà, comment refonder le souverainisme, comment, pourquoi, faut-il rester dans une logique de parti dédié au souverainisme? Voilà, ce sont les questions dont nous débattrons avec une fois encore d'autres invités, dont bien évidemment Charles-Henri qui sera présent sur les deux tables rondes. Voilà. Donc écoutez, nous espérons vous voir nombreux en tout cas à ce rendez-vous. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter à ce sujet si vous avez des questions pour l'organisation, à vous manifester. Et puis, nous allons maintenant attaquer sur la rentrée politique en général, et tout ce qu'il s'est passé depuis cet été, depuis donc les européennes, les législatives, qui ont eu lieu. Donc la première chose, c'est le nouveau gouvernement, puisque c'est en cours. En ce moment, donc Michel Barnier a été nommé, je crois, cette semaine, la semaine passée, pour former un gouvernement à l'appel de Macron. Après quand même plus de 2 mois en fait de séquences un peu, comment on pourrait appeler ça, à la belge, certains en tout cas commentateurs l'ont appelé comme ça, où il y a eu les Jeux Olympiques et puis ensuite des atermoiements sans arrêt, des consultations à tir-larigot qui ont un peu fatigué tout le monde, il faut bien le dire. Mais bon, voilà, maintenant on a Michel Barnier, son gouvernement est en train d'être constitué. Que faut-il en attendre et que faut-il penser de cette séquence? Alors, d'abord, la première étape, ça a été la nouvelle législature, qui ne présente aucune majorité absolue, ce qui était dans l'entre-deux tours plutôt prévisible, effectivement, avec un groupe Rassemblement National renforcé, donc il y a plus nombreux qu'avant, qui est pris indépendamment le plus gros. Mais si on prend en termes d'alliance, c'est le groupe Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire la FI, le Parti Socialiste, les communistes et les Verts, pris ensemble, qui en ont 193. Mais ils ne forment pas un groupe à proprement parler, ils ont chacun leur groupe, dès lors qu'ils peuvent en faire un. Donc pas de majorité absolue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 2 fois, c'est-à-dire que depuis 2022, nous n'avons plus de majorité absolue, ce qui n'était pas arrivé depuis 160. De toute façon, c'est assez contraire à l'esprit d'ailleurs de la Constitution. Enfin, pas de la Constitution, mais de la 5e République. D'avoir comme ça une Assemblée nationale extrêmement segmentée. Alors pas tant que ça, puisque la Constitution a été élaborée avec dans l'esprit le passé républicain de la France, c'est-à-dire la Troisième République et la Quatrième République, et par des hommes qui ont connu les deux, d'ailleurs, qui même l'ont bien connu, pendant la Troisième pendant des décennies, et donc dans l'idée que il fallait que le gouvernement puisse conduire un programme législatif sans nécessairement avoir une majorité fidèle et disciplinée. Ah oui. C'est plutôt ensuite c'est ensuite la pratique institutionnelle qui s'est fait que oui, c'est-à-dire le fait majoritaire s'est établi. Voilà, le fait majoritaire s'est établi sous le premier mandat du général de Gaulle.
Et ensuite, elle s'est maintenue, si bien maintenant qu'un président de la République n'hésite plus à appeler les Français à lui donner une majorité. Bon. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que les Français redécouvrent, puisque en fait ils l'ont connu longtemps, alors, bon, les Français vivants plus beaucoup, mais le peuple français en tant que tel l'a connu longtemps, l'absence totale de majorité absolue, et c'est une expérience qui est intéressante parce que c'est aussi l'expérience de beaucoup de nos voisins. Hein. Bah oui. Le fait de ne pas avoir de gouvernement pendant 2 mois, c'est pas exceptionnel chez beaucoup de nos En voisins. Allemagne, Alors, en Italie. voilà, alors en Allemagne c'est un peu différent parce que l'Allemagne, euh, les partis ont un candidat à la... Oui, c'est vrai, c'est mieux structuré en amont. Voilà, c'est-à-dire C'est que vrai. l'Allemagne a vraiment un système de parlementarisme rationalisé qui se fait beaucoup dans la période préélectorale. En fait, on doit proposer un Premier ministre. C'est-à-dire que les partis ont déjà un Premier ministre en tête au moment où cela se produit, sachant que en Allemagne, il n'y a pas de majorité absolue, mais que les Allemands ont une pratique de la coalition qui est très institutionnalisée, et qui surtout n'est pas divisée sur des questions, disons, je dirais, fondamentales, comme c'est le cas par exemple en Belgique, où le risque institutionnel est présent lors de la formation du gouvernement, c'est-à-dire un risque de division en plein jour des Flamands. Alors, donc, nous sommes dans une situation qui nous rapproche un peu de ces pays-là, mais finalement, ce que les Français peuvent se sentir un peu floués, en tout cas une partie française, parce que c'est quand même LR qui ramasse le gros lot. On a vu d'ailleurs que tout le monde allait quelque part faire sa cour à Barnier là, ces derniers temps pour obtenir des postes, etc. Pas mal de noms ont circulé d'ailleurs. Alors qu'ils représentent finalement très très peu. Ils sont à 7 ou 7,5% du total du nombre de députés à l'Assemblée. Donc il y a quelque chose quand même là qui choque un peu la conscience française du fait démocratique. Oui, bon, là encore c'est récent, c'est-à-dire que même quand on regarde pendant la 4ème République, hein, la formation dite gaullienne et la formation communiste ne participaient pas au gouvernement, hein, puisque d'ailleurs pour les communistes ils ne désiraient pas, hein, tout simplement. Très longtemps les partis de gauche n'ont pas voulu, surtout sur la 3ème République, n'ont jamais voulu participer au moindre gouvernement, il a fallu attendre les années 20 pour que ça arrive. Et je dirais que c'est c'est une conséquence logique, et en même temps, comme dirait le président de la République, c'est effectivement de nature à choquer, ou du moins à interloquer les Français. Ben, les électeurs de gauche en particulier ont été extrêmement Voilà. virulents sur cette question. Alors, il y a deux choses. Un, il est logique qu'un mouvement, ou plutôt que des partis centraux, même affaiblis, même de petite taille, emportent la mise dans ce genre de situation parce qu'ils sont capables, tout simplement, du fait de leur radicalité moindre, de constituer une coalition, une alliance, ou du moins de former un gouvernement qui puisse éviter la moindre censure. C'est un peu le plus grand dénominateur commun, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est d'autant plus vrai et c'est d'autant plus logique, mais ça c'est lié justement à notre histoire, disons, parlementaire récente, qui excluait cette possibilité, qu'en amont, il n'y a pas eu, par exemple, comme ça peut être le cas en Allemagne, de discussion sur, bon alors, on ne va pas avoir de majorité, on fait quoi? Est-ce qu'on forme maintenant une coalition, même parfois avant les élections, afin de se partager les circonscriptions et de pouvoir avoir un gouvernement, de pouvoir former un gouvernement? On sait, en fait, en sachant au moment où la législature est élue, quel gouvernement nous aurons. C'est pas ce qui s'est produit. Alors d'un côté, ça n'était pas possible au RN, qui est de toute façon ostracisé. Oui, qui a été encore. complètement isolé, Voilà. qui a essuyé un vote de barrage absolument démentiel. Alors ostracisé d'ailleurs, bon, c'est moins vrai puisqu'il a réussi à s'ouvrir davantage vers le centre avec le soutien et l'aide d'Éric Ciotti et donc d'une partie des gens qui l'ont suivi. Mais il était exclu que le RN participe à un gouvernement puisqu'il n'aurait pas trouvé une porte d'entrée réelle. D'ailleurs, Michel Barnier ne nommera personne du Rassemblement national à son gouvernement, ce qui ne veut pas dire que le Rassemblement national sera dans l'opposition radicale systématiquement à son encontre, même si le Rassemblement national se déclare comme parti d'opposition. Et de l'autre côté, effectivement, les mouvements du Nouveau Front Populaire, qui effectivement représentent 193 députés, donc la plus grande force à l'Assemblée nationale, mais on est très loin de la majorité, hein, c'est 289 députés,
Et je crois qu'il y a une incompréhension là-dessus. C'est-à-dire que si le NFP s'attendait à gouverner, il aurait fallu qu'en amont, il y ait des discussions sur la possibilité de formation d'un gouvernement, et pas en aval. Oui. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que le NFP mette sur la table l'idée qu'il n'aura pas de majorité absolue, plutôt qu'il cherche à l'obtenir, alors qu'il savait qu'il ne l'obtiendrait pas, en disant « nous voulons être au centre du futur gouvernement parce que nous allons représenter la plus grande force à l'Assemblée nationale. Sans nous, on ne peut pas faire de gouvernement stable, donc nous allons former le socle de ce gouvernement. Par contre, nous allons devoir adjoindre d'autres formations à notre gouvernement pour former une majorité au moins relative qui puisse être stable. » Ce n'est pas du tout la stratégie qui a été poursuivie, en tout cas pas par l'AFI qui est le mouvement central du NFP. Après, il est vrai que les circonstances, sans vouloir plaider leur cause en particulier, mais ils ont eu 2 semaines pour s'organiser. Donc c'était compliqué dans cette optique-là, puisque les législatives ont été provoquées à la suite des européennes et qu'ils aient réussi déjà à faire une alliance pour se répartir les sièges. Était déjà une réussite. Okay. J'allais y venir, c'est qu'ils ont montré une formidable, il faut le reconnaître, une formidable capacité d'organisation commune, hein, puisqu'ils ont réussi à organiser un partage des circonscriptions, un programme commun. Qu'est-ce que ça vaut, vraiment un programme dans ces conditions. Non, mais les programmes ne valent pas grand-chose d'une manière générale, donc c'est encore pire dans ces circonstances-là. Donc ils ont montré une capacité d'organisation, mais je pense que ils sont partis d'un biais radical dès le départ, à savoir votez pour nous, nous changerons tout. Oui, ça c'est vrai que c'est ce qu'ils ont promis à leurs électeurs. C'est ce qu'ils ont promis à leurs électeurs. Et donc ensuite ils présentent, et à mon avis c'est voulu, le résultat législatif comme ayant été trahi par Emmanuel Macron, président de la République. Mais je ne suis pas d'accord avec cette assertion. C'est-à-dire que c'est faux. Le NF, et je pense que l'AFI, oui, savait très bien. C'est eux qui ont conduit un peu cette stratégie de tromperie, en tout cas, ne veut pas d'exagération, d'hyperbole en fait. Oui, bien sûr, mais ça fait partie de leur stratégie de communication en général. C'est-à-dire que l'AFI ne voulait pas le gouvernement, de toute manière. L'AFI voulait pouvoir prétendre au gouvernement sans avoir d'espoir de l'obtenir. Enfin, je parle uniquement de l'AFI parce que je ne suis pas sûr que ce soit le cas des autres formations, totalement le cas des autres formations du NFP. Voulait pouvoir annoncer prendre la tête de l'exécutif, tout en sachant qu'il ne l'obtiendrait pas, pour pouvoir ensuite déployer tout l'arsenal de communication. Oui, nous avons été trahis, les électeurs ont été trahis. Sur leur rhétorique, sur le coup de poignard dans le dos. Quoi, voilà, exactement. Pour prendre une paraphrase qui leur plaira pas. Nous avons gagné, on nous refuse la victoire. C'est une affirmation totalement fausse. Hein. Nous avons gagné, nous voulons les fruits de cette victoire. Nous ne les obtenons pas, nous avons été trahis. Et donc, nous incitons au désordre. Et en fait, c'est finalement toujours ce qu'a fait la FI. On l'avait vu pendant les retraites. Ce que veut, et au fond, je pense que ce que veut la FI, c'est que la FI veut pouvoir s'emparer des institutions par la rue. C'est-à-dire forcer tout le monde à démissionner et présenter la FI comme la seule possibilité. D'une certaine manière, Mélenchon a une stratégie à la Bismarck, c'est comme très étonnant pour lui, mais une stratégie à la Bismarck, c'est-à-dire que quand il n'y a plus que lui, il n'y aura que lui, donc ce sera lui. Bon. Je ne suis pas sûr que ça porte ses fruits. Il est clair que l'AFI va conserver ses positions, puisqu'en fait ses circonscriptions lui sont acquises. Maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir entamer un véritable processus de croissance comme le RN a pu l'avoir? Ça, je ne pense pas. Alors, ça c'était pour l'aspect, on va dire, des stratégies déployées par les partis. Toujours est-il maintenant que voilà, nous avons Michel Barnier, alors peut-être qu'il faudrait dire quelques mots sur l'énergumène. Alors, il y a quand même un point avant de peut-être le critiquer, par rapport à ses prédécesseurs, moi je trouve, c'est que quand même il présente bien. Il y a quelque chose, c'est un homme qui a une certaine carrure, et il faut reconnaître qu'il a du métier, il a occupé un panel, comment dire, un éventail de postes quand même considérable. Ça fait 40 ans qu'il est dans le circuit. Mais même au niveau international, c'est-à-dire qu'il a quand même, j'ai presque envie de dire, presque plus que Macron. Peut-être plus oui. Aujourd'hui, mais il est à un rang. Un Macron 2017, oui, c'est certain. Je pense que dans les chancelleries, alors je pense plutôt aux chancelleries européennes, on préfère avoir Barnier comme un interlocuteur que Macron.
je pense. Oui, surtout qu'on commence à connaître Macron. Oui, c'est ça, depuis Voilà. le temps. Donc ça, c'est le premier point, je dirais. Et malgré tout, même tous les désaccords qu'on peut avoir sur Michel Barnier, ça a quelque chose d'un peu rassurant. Je trouve que ça a quelque chose d'un peu... on se dit enfin, bon voilà, on est sur les 6. C'est pas Castex qui bégayait, Édouard Philippe qui au début était calamiteux. On ne se rappelle pas très bien, mais Édouard Philippe qui se veut présidentiel maintenant, au départ, il cherchait ses mots. Il avait été interviewé par Bourdin 2 mois après, je ne sais pas si tu te souviens, 2 mois après son investiture, enfin sa nomination, il était là, je ne sais pas, il faut que je vérifie mes notes, il faut que j'appelle quelqu'un. Enfin, c'était lamentable, absolument lamentable. Au début, vraiment, il y a une prestation absolument lamentable. Et puis, bon, Je l'avais appelé l'interview qui veut gagner des millions, hein, parce qu'il oui, avait des ça, jokers. c'est un peu ça. Oui. Et puis après, bon, je ne parle même pas d'Attal, qui a fait un passage éclair. J'ai l'impression que sa vie est un éclair. Ses études ont été un éclair, l'éducation nationale éclair, etc., etc. Donc bon, j'espère qu'on ne le reverra plus. Moi, je n'ai pas de... Je pense que je vais pouvoir doucher tes espoirs, mais oui. Certes. Enfin voilà, donc Michel Barnier, que faut-il penser et que faut-il en attendre? Alors, c'est vrai, je te rejoins hein, sur le fait que par rapport aux différents ministériaux que nous avons eus, ministrables que nous avons eus ces dernières années depuis 2017, c'est-à-dire qu'on a quand même eu Sibeth Ndiaye, bon. Michel Barnier est d'un autre calibre, c'est certain. Il appartient à une vieille à une vieille écurie politique, et en réalité c'est pour ça hein, que c'est ce genre d'homme. En réalité, s'il est comme ça, c'est parce que c'est un baby-boomer. Oui. C'est-à-dire il est de cette génération qui tient encore le pays, et effectivement, il y a de quoi avoir des sueurs froides dans les chancelleries étrangères lorsqu'on voit ce qui suit les baby-boomers, qui finiront un jour par disparaître. Et c'est vrai que quand on voit Marlène Schiappa, etc., on peut se poser des questions. Quand Marlène Schiappa est loin d'être bien sûr, la passation de pouvoir entre Attal et Barnier a été assez cruelle, je trouve. Oui, de la part de Barnier, qui lui a mis... Oui, de la part de Barnier, bien sûr, mais je veux dire, la situation elle-même, indépendamment. Je pense que Barnier pouvait difficilement faire moins, à mon sens. Je pense que Barnier est suffisamment, disons, policé, pour ne pas dire ce qu'il pense réellement, oui. des équipes gouvernementales qui se sont succédées depuis 2017, mais je pense qu'il n'en pense pas moins. Ce qui ne veut pas dire qu'il a raison sur le fond. Encore une fois, on ne parle pas du fond. Hein. Je parle juste de la personne et effectivement de ce qu'il a, des 40 ans en fait, qui nous ont précédés, où Michel Barnier a toujours été dans le circuit. Ça n'a jamais été quelqu'un de premier plan non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'incontournable. Mais c'est justement aussi pour ça qu'il pouvait être désigné. Il ne fallait pas quelqu'un qui fasse de l'ombre à Macron, ou du moins qui, au premier abord, ne lui en ferait pas, tout en ayant quelqu'un qui avait suffisamment d'expérience pour diriger un gouvernement sans se faire écraser, tout en étant suffisamment lisse pour pouvoir former un gouvernement et éviter une censure, qui du RN, qui du NFP. Alors le NFP fera toutes les censures qu'ils voudront, c'est une certitude, en tout cas au moins la FI. Je ne suis pas sûr que le PS... Oui, suivra éternellement cet attelage. Disons que je ne suis pas sûr que le PS ne trouve pas d'intérêt dans les éventuels appels du pied de Michel Barnier. Michel Barnier serait prêt à nommer des gens du PS à son gouvernement. Oui, des gens de la FI, c'est sûr que non. Ils appartiennent un peu à la même écologie politique, on va dire. Oui, tout à fait. Bah, Michel Barnier est un homme du chiraco-mitterrandisme, ou du mitterrando-chirac. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Il a commencé en 79, un truc comme ça. Et le PS est évidemment l'héritage de l'Arche de Noé de Mitterrand, donc forcément... Alors maintenant, sur Michel Barnier, quand même, on a passé un peu le décor, on a planté le décor. Bon, c'est l'homme de l'Europe. C'est clairement quelqu'un qui a fait toute sa carrière plus qu'à l'ombre de l'Europe. Il était même en pleine lumière à certains égards. C'est lui qui a négocié le Brexit, enfin qui a négocié pour la Commission européenne le traité avec le Royaume-Uni. Donc à ce point de vue-là, c'est un signal. On ne pouvait pas espérer pire caricature du technocrate européiste. Pas forcément technocrate parce qu'il a quand même eu des positions politiques importantes, mais quelqu'un qui est complètement acquis à la vulgate européiste. Alors est-ce que... C'est aussi générationnel, comme je le disais. Oui, bien sûr, c'est pas spécifique. C'est la génération de la construction européenne. C'est spécifique à son bord, mais c'est sûr. Quelqu'un qui est né, je crois qu'il est né en 57, c'est-à-dire qu'il est né l'année du traité de Rome. Oui, oui. C'est quelqu'un qui n'a pas connu, ils sont comme les soviétiques, vous savez,
comme les Brejnev et compagnie, c'est des gens qui n'ont connu quasiment que... Je dirais que c'est un poulain, comme on disait dans les États latins d'Orient. C'est un homme, c'est un latin qui est né dans les États latins. Bon, bah, c'est lui, c'est un poulain de l'Europe, c'est-à-dire qu'il est né dans l'Europe. Il est né la même année effectivement que la fondation de l'Europe, donc il est né vraiment, il est né sans connaître ce qui l'a précédé. Il lui doit tout, quoi. Et oui, d'une certaine manière. Donc il faut malheureusement s'attendre à avoir une politique extrêmement appliquée de sa part sur les questions fondamentales de l'Union européenne. Quoi. Oui, même si ça va pas être ça ne sera clairement pas sa priorité, puisque je crois aussi que dans la nomination de Michel Barnier, donc quelqu'un que tu as présenté comme rassurant, et je pense que tout le monde serait d'accord pour ça, à la fois en France et à l'étranger. En effet. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a le couteau entre les dents, donc non mais c'est... Bon. Je crois qu'il a aussi été choisi, et il a aussi accepté d'ailleurs, parce qu'il a un côté rassurant pour les détenteurs de nos titres de dette publique. Oui. Voilà. Et effectivement, et ça j'y viens, pour les autres États membres de l'Union européenne et pour les institutions. Mais bon, ça c'est accessoire. Est-ce que, moi je trouve qu'il a un peu un profil, vous savez, du liquidateur, comment dire, vous savez, comme quand une affaire va mal, on met un type extrêmement bien posé qui va bien parler, etc., mais pour en fait liquider les affaires, quoi. Et que tout ça soit fait proprement et qu'il n'y ait pas comment dire, de mouvement d'humeur, de colère, et que ça rassure aussi bien les créanciers que toutes les personnes afférentes à la crise, quoi. On pourrait le voir comme ça, mais je ne suis pas certain que ça se passe si bien que ça pour le président de la République, qui n'a pas la main sur Barnier. Emmanuel Macron ne contrôle pas Michel Barnier. Alors, il peut compter sur justement son aspect lisse et sur l'absence probable d'ambition quelconque de Michel Barnier à faire de l'ombre à Emmanuel Macron en tant que tel pour éventuellement lui-même aspirer à l'Élysée. Mais Emmanuel Macron ne contrôle pas Barnier. Si Barnier peut s'appuyer sur une Assemblée nationale qui ne le renverse pas, et notamment sur le Rassemblement national, indirectement, c'est-à-dire le Rassemblement national ne le censurera pas, Michel Barnier pourrait être une épine dans le pied d'Emmanuel Macron. Alors, pas sur le fond, parce qu'idéologiquement, ils sont assez alignés, mais par contre, il pourrait venir marcher sur ses plates-bandes européennes, justement, comme tu disais. Ah ça, oui, je pense que c'est le plus gros danger pour lui. Alors que Emmanuel Macron aspire probablement à toujours être l'homme dans la lumière, on l'a vu avec les Jeux Olympiques, on en reparlera, et là au niveau européen et au niveau international. Si la question ukrainienne revient sur le devant de la scène, alors pour les Ukrainiens et les Russes, elle est toujours sur le devant de la scène, mais je veux dire, si elle revient dans les affaires européennes, à savoir, bon, il va falloir mettre fin à la guerre, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron puisse librement voguer à travers les capitales européennes en faisant la grande messe. C'est vrai. Et d'ailleurs, Michel Barnier pourrait tout à fait revendiquer la place au Conseil de l'Union européenne. Au Conseil européen, pardon. Il n'y a pas de texte qui décide. C'est pas exactement normé, je crois. Ça. Non, au Conseil européen, de toute façon, il n'y a d'ailleurs, pendant longtemps, il n'y a eu qu'un seul chef de l'État, le nôtre. Sinon, c'est que des chefs de gouvernement. Oui, c'est que les chefs de gouvernement, d'accord. Voilà, donc Michel Barnier, le baby boomer. D'ailleurs, en fait, je crois que c'est 1951. Oui. Plutôt que 57, ça me paraît un peu jeune, 57. Bon, ça reste un âge vénérable. Donc, va quand même se retrouver... 1957, c'est un autre personnage de la vie politique française. Qui, pour la première fois en 17 ans, a dit du bien de quelqu'un à part lui-même, ce qui est quand même quelque chose. Donc Michel Barnier va se retrouver quand même, avec toute son expérience, face à un mur, je ne sais pas, mais face à une situation un peu déplorable. C'est aussi pour ça que je pensais à la figure du liquidateur, c'est-à-dire il arrive dans une France qui est quand même économiquement au bout du rouleau, et il va y avoir un budget à voter, avec une assemblée qui donc est ce qu'elle est, à savoir assez divisée, en tout cas au point de vue de la segmentation politique, de l'appartenance politique. Voilà. À quoi faut-il s'attendre pour le vote du budget, qui va être le premier en fait, gros dossier de la rentrée parlementaire? Tout va dépendre des choix qui n'ont pas été encore faits, puisque le projet était prêt, puisqu'il est préparé à partir du mois d'avril, disons les lettres de cadrage, ça commence en mois d'avril.
Le projet était prêt, mais là, avec le nouveau gouvernement, il va y avoir des modifications dans le projet de loi de finances, hein, j'entends pour Parce que Attal 2025. avait déjà le gouvernement Attal avait déjà Oui, rendu, bien sûr. Enfin, c'est continu. un sacerdoce qui est très très codifié, qui est avec une procédure et des usages qui sont très bien établis, avec des dates, etc. Il y a pas de... Donc c'est fait tous les ans. On n'a pas de risque de shutdown à l'américaine. Oui, ça ne fonctionne pas comme là-bas. Oui. Et puis donc en réalité, tout était déjà prêt, hein, puisque là, le gros d'une loi de finances, c'est quand même de la reprise de ce qui s'est fait précédemment, il faut quand même l'avouer, puisqu'il n'y a pas de changement majeur, je veux dire, sur les recettes et les dépenses, on peut en ajouter, mais généralement, on ne revient pas à zéro pour tout refaire. Bon, c'est extrêmement rare. Et mais là, il y a un travail en amont à faire avant le dépôt du projet, sachant que la session parlementaire reprend en octobre, donc le temps est compté maintenant. Je ne sais pas, ça dépend des choix qui sont faits. Si les choix, et surtout quelles sont les marges de manœuvre pour faire ces choix, et quels sont les objectifs à court terme, c'est-à-dire pour l'année prochaine. Si Michel Barnier a pour volonté d'accélérer le processus de diminution du déficit qui a été laissé par ses prédécesseurs. Et il va falloir augmenter les recettes et diminuer les dépenses. C'est plus ou moins d'ailleurs ce qui est dans les tuyaux. Enfin, on a parlé d'augmentation des impôts. Voilà. Mais alors, ça veut dire quoi augmenter les impôts? Est-ce que ça veut dire augmenter le taux de TVA, le taux normal? Oui, bien sûr. Il pourrait être plus élevé. Il y a un plafond, mais il pourrait être plus élevé. Peu probable. Très, très impopulaire, parce qu'évidemment, ça fait augmenter tous les prix. Donc, bon. Est-ce que c'est augmenter l'impôt sur le revenu? C'est quoi? Alors, c'est quoi augmenter l'impôt sur le revenu? C'est élargir l'assiette? C'est augmenter les tranches? En ajouter? Est-ce que c'est un impôt exceptionnel à vocation durable? C'est-à-dire qui ne sera jamais supprimé. Est-ce que c'est sur des impôts annexes dont les tons vont être modifiés, ou on va en créer d'autres, je ne sais pas, taxe sur les surfaces de stationnement? L'impôt sur les sociétés? Ça peut être l'impôt sur les sociétés, c'est très peu probable. Oui, je ne pense pas non plus. Mais... Ce serait de très mauvaise presse. Alors je sais quand même que apparemment EDF allait être mis à contribution. Oui, il discute sur le fait de surtaxer EDF en quelque sorte. Oui, non, mais ce qui va se passer, c'est ça, qu'il y aura une contribution. On va appeler ça contribution, hein, parce que ça a un côté volontaire, alors que c'est un impôt, hein, c'est-à-dire c'est un prélèvement financier par voie d'autorité, hein, on n'a pas le choix. Mais ça va être une contribution exceptionnelle sur les bénéfices de plus de temps. C'est possible, donc ça va toucher EDF, ça va toucher LVMH, ça va toucher. Total. Peut-être. Sort à l'avantage d'être relativement populaire, puisque ça passe bien dans l'opinion, généralement, en tout cas en termes de communication pure. Ça passera auprès du NFP, qui évidemment va faire ses choux gras. Hein. Ils reprennent nos idées, vous voyez. Donc, bon. Par contre, il n'est pas certain que ça plaise au Rassemblement national, qui a intérêt à ne pas être représenté comme le parti qui a accepté une hausse d'impôts. Après, ça dépend quelle hausse. Si c'est sur les sociétés, ça pourrait passer, ça dépend sous quelle forme ça prend. Si c'est l'IS d'une manière générale, non. Mais si c'est un impôt supplémentaire, comme je le dis, temporaire à vocation durable, une contribution exceptionnelle, peut-être que ça passera. Si c'est sur les ménages, le RN ne votera jamais ça. Et donc il pourrait quand même y avoir une situation de blocage dès ce trimestre. Oui, après, il y a des discussions qui vont être entamées. Sur les dépenses, je pense qu'il y aura moins de problèmes, de difficultés, surtout si c'est l'inénarrable coup de rabot partout, c'est-à-dire on fait moins 5% sur tous les budgets, voilà, ça s'appelle le coup de rabot. Donc on ne fait rien, mais en fait ça permettrait de diminuer les dépenses. Après, ça va dépendre sur les dépenses, quel programme va être en jeu. Le budget de l'éducation nationale ne sera jamais diminué. Le budget de l'armée ne sera jamais diminué. Donc ensuite, ça va être sur le reste. L'hôpital. Oui, alors il y a aussi la question, d'ailleurs on l'a vu récemment puisque l'AMF s'est monté sur ses grands chevaux, dans le déficit on compte toutes les APU, les administrations publiques. Donc il y a l'État, mais il y a aussi donc les administrations parapubliques, mais il y a aussi les collectivités territoriales. Et ce qui pourrait souffrir d'une baisse des diminution des dépenses, c'est qu'on pourrait diminuer la dotation
Et puis, on pourrait contraindre les collectivités à diminuer leurs dépenses. Ce qui serait peut-être pas une mauvaise chose. Oui, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose, mais alors ça, par contre, là, ça va susciter des discussions. Oui, ça risque d'avoir des blocages en interne. Oui. Parce que là, ça va impliquer que les partis qui sont eux-mêmes intégrés à ces structures-là ne voudront évidemment pas lâcher leur... Notamment l'EPS au sein du NFP, ELV de plus en plus, et puis les Républicains, bien entendu. Donc ça, oui, ça va susciter des remous. En fait, je vois difficilement quelles sont les véritables marges de manœuvre du gouvernement Barnier, tant sur les dépenses que sur les recettes. Enfin, à moins d'accepter de déclencher un séisme qui risque de le faire tomber, et donc qui risque de le rendre impopulaire, mais il est possible qu'il n'ait pas le choix. Hein, je vois difficilement quelles sont ces marges de manœuvre, disons, pour faire de grandes manœuvres. Bon. Pour diminuer significativement les dépenses ou augmenter significativement les recettes. D'accord, très bien. Bon, après, il y a ici, on en parlera peut-être d'ailleurs le 19 octobre, je pense, pendant la table ronde consacrée aux questions économiques, sur le fameux, à l'échelle européenne, le fameux emprunt européen que Mario Draghi voudrait, en tout cas, Mario Draghi a remis un rapport là, la semaine dernière, dans lequel il préconise un nouvel emprunt de 800 milliards, je crois, enfin des sommes considérables. Voilà. Bon. On n'en est pas encore là, on aura l'occasion d'en parler lors de notre rentrée politique. Et puis pour terminer, une petite note positive en parlant un peu des Jeux Olympiques, parce que finalement, à chaque fois, à chaque table ouverte, on a un peu parlé, bientôt les JO, bientôt les JO, bientôt les JO. Et puis à chaque fois, ça a été un peu repoussé par l'actualité. Et puis parce que tant qu'on n'est pas dedans, il n'y a pas forcément grand-chose à en dire. Les Jeux Olympiques se sont passés, les Jeux Olympiques et Paralympiques se sont très bien passés. Ça, il faut à la fois peut-être faire un peu notre mea culpa, parce qu'on avait été, pas forcément nous spécifiquement, mais on va dire dans l'ensemble du spectre politique à laquelle nous appartenons ou à laquelle on peut nous rattacher, quelque peu pessimiste sur... mais ça, c'est un trait assez français, hein, cependant. C'est pas... Oui. Quelque peu pessimiste sur l'organisation à venir des Jeux Olympiques, on imaginait le pire à venir, et en fait, non, ça s'est très bien passé. Sportivement, ça a été... c'est un record, tout simplement, de médailles qui a été atteint. Et puis... Bon, ça, c'est quelque chose qui est attendu, on le voit à peu près à tous les ans, sauf à Tokyo, je crois, mais parce que les conditions étaient un peu quand même très spécifiques, il n'y avait pas de public ni rien. Au point de vue de l'organisation elle-même, il n'y a rien eu à déplorer. En tout cas, rien de grave. Je n'ai pas à souvenir de quoi que ce soit qui se soit mal déroulé. Il y a eu quelques plaintes de la part des athlètes au sujet du village olympique. Bon, les ajustements ont été faits assez rapidement. Et puis, surtout, au point de vue de l'ambiance. Et alors là, si on s'éloigne un peu de la question sportive, enfin plus exactement des résultats, tout le monde a été, unanime sur le fait, et moi-même qui suis assidûment en règle générale les Jeux Olympiques, unanime sur le fait qu'il n'y a jamais eu une ambiance comme ça aux Jeux Olympiques. Donc ça montre quand même qu'il y a un fond français. Enfin, on entendait la Marseillaise qui retentissait, par exemple, lors des épreuves d'escrime au Grand Palais, sous le Grand Palais, les Léons Marchand qui résonnaient dans tous les différents stades, la proximité des lieux aussi qui peut-être aidait à cette espèce à communiquer l'enthousiasme collectif, et puis la beauté des lieux. La beauté des lieux qui a quand même été assez soulignée, c'est vrai ça a rendu une image quand même. Voilà, il faut reconnaître que Paris a un fond qui est un peu imbattable. Il y a peu d'endroits dans le monde qui peuvent rivaliser sur ce point-là avec Paris. Et les Jeux Olympiques de Paris en 2024 resteront sans doute à ce point de vue-là, et pour la cérémonie d'ouverture aussi, sur lequel il y a eu des polémiques, mais on ne va pas parvenir sans doute sur cet aspect-là, mais a établi quand même un standard qui va être difficile à égaler. Je pense que c'est le point nodal en fait de ces Jeux Olympiques, c'est que la France est parvenue par ces Jeux Olympiques à construire un nouveau standard. C'est-à-dire, nous avons fait un précédent, et à partir duquel tout va être calqué. Un peu comme le château de Versailles a servi de modèle à de nombreux palais construits par la suite. Et je trouve que c'est finalement très... Les Jeux Olympiques ont été très français. La cérémonie d'ouverture a été très française. Il n'y a que nous pour ne pas le voir, hein, parce qu'évidemment nous sommes dedans tout le temps, donc on ne le voit pas, mais il faut être à l'étranger pour le comprendre. Il faut être un étranger pour le comprendre. Et je crois que s'il y avait un seul mot à laisser, c'est ça. Enfin, un seul terme à adopter, c'est celui-là, c'est standard. Nous avons
construit un nouveau standard de ce que doivent être, ou ce que devraient être, les Jeux Olympiques, ou toute autre festivité sportive de cette ampleur. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais... et je crois que c'est ça qui compte. Ça compte à la fois pour le monde, mais aussi pour, et surtout, pour les Français, qui vivent dans la nostalgie d'une France passée, sublimée et fantasmée. Et ce qui est fondamentalement problématique parce que on ne construit pas un pays sur la base de ce qu'il fut, mais sur la base de ce qu'il sera, hein, c'est le principe. Dans une France vieillissante, c'est-à-dire avec une population qui est de plus en plus âgée et qui elle-même tient un bout de bras, une France qu'elle a construite pour elle-même et uniquement pour elle-même, et en oubliant sa jeunesse, je crois que c'est très important. Et la ferveur que nous avons vue, la ferveur à la fois sportive, la ferveur patriotique, et ne serait-ce qu'effectivement la ferveur festive, en fait, qu'on a vue dans les rues, pas que de Paris, mais surtout de Paris, est un point extrêmement important pour les Français. Il y a un avant et un après Jeux Olympiques de Paris. Moi, je me souviens, tu parles de l'ambiance et de la ferveur, le 6 août, 6 août nous sommes allés voir, mon épouse et moi, la Vasque, etc. Donc on a passé la soirée. En plus, le temps était très agréable, parce qu'il y a quand même, bon, ça c'est, on bénéficie de circonstances là-dessus qui, sans ce point, qui sont pas de notre fait, mais qui nous ont été très favorables. Et il y avait réellement, je n'ai jamais vu une ambiance comme ça dans Paris, depuis que j'y suis. Tout était léger, il y avait beaucoup de monde dans la rue, des étrangers, mais aussi beaucoup de touristes français. Oui. Et d'ailleurs, ce soir-là en particulier, j'ai entendu très très peu d'accent parisien, si tant est que l'accent parisien existe, mais de façon de parler parisienne. Énormément, je reconnaissais beaucoup d'accents venus des différentes régions de France, etc. Et en fait, on s'est dit, mais comment est-ce que... Voilà, ça devrait être comme ça tout le temps, en fait. Ça devrait, alors évidemment pas à ce niveau-là, mais il y avait une sensation de légèreté, une sensation d'amabilité, pas seulement de ferveur, mais vraiment de plaisir, en fait, qui détonnait complètement avec l'ambiance habituelle très morne, très pesante. Quand on va se balader à Paris, parfois, dans certains quartiers, à 1h, même d'ailleurs en plein centre, parfois, je sais pas, moi, il devait être aux alentours de minuit, on marche le pas serré, on regarde pas trop, enfin voilà, c'est des choses... ça n'avait plus rien à voir, en fait. Il y a eu une parenthèse pendant 15 jours, de légèreté qui a fait énormément de bien, je pense, à tout le monde, et qui a mis, alors peut-être que c'est souterrain comme travail, et peut-être que ça n'a pas duré assez longtemps, mais qui a quand même mis, je pense, les gens sur la voie de ce que devrait être en fait le pays, en particulier Paris, en temps normal. Voilà. Évidemment, on n'atteindra jamais, on ne peut pas tout avoir, on n'aura pas une ambiance comme ça tout le temps, mais l'espèce de sûreté, de sécurité minimale. Et quand je parle de sécurité, je ne parle pas seulement de sécurité au sens physique, mais de bonheur à être en fait dans son pays et à tout simplement jouir de l'existence telle que la capitale ici, mais la ville et le pays le proposent. Voilà. Et je pense que ça pourrait travailler de façon souterraine, en fait, à faire prendre conscience aux gens que, ben oui, en fait, il y a des problèmes. Voilà. Il y a un certain nombre de problèmes qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas régler pour différentes raisons, mais qui, en fait, nous faciliteraient la vie à tous. C'est pour ça que je ne parle pas vraiment de parenthèse, parce qu'effectivement, l'intensité, enfin le moment d'intensité, ça a été pendant 15 jours. Je pense que ça aura des effets, ça va laisser une discrépance, hein, en fait. C'est-à-dire que les effets de ces Jeux Olympiques vont être durables. Et ont laissé une mémoire dans la société française, une marque, en fait, hein, une marque positive, qui va rester. Qui va rester. Et je crois que ça fait... Je n'ai pas le souvenir de mon vivant, c'est certain, parce que mon vivant n'est pas très long, mais même sur les 50 dernières années d'événements aussi, qui a laissé une marque aussi forte. Le bicentenaire de la Révolution n'a, à ma connaissance, pas laissé... Non, c'était très ponctuel. Oui. Donc, je pense que ça aura des effets durables et je pense que ça va laisser une mémoire durable, à la fois pour nous, mais aussi à l'étranger. Ne serait-ce que quelque chose. Je pense que ça a aussi, par exemple, réconcilié les Français avec leur capitale.
puisque, bon, rail, Oui, bien sûr. c'est-à-dire que le mélange de raillerie et de jalousie à l'égard de Paris par du reste du pays Oui, est caractérise l'esprit caractérise français, je dirais. le mépris, effectivement, ou réel ou vu comme tel de Paris à l'égard du pays, parce que, il faut le dire, les Jeux Olympiques ont été une occasion, une démonstration de prestige de la France à l'échelle internationale, mais aussi de Paris à l'échelle internationale et de Paris à l'échelle du territoire. Aucune ville sur le territoire ne peut décemment espérer un jour faire ce qui a été fait à Paris. Et comme tu le dis, à travers le monde, d'ailleurs, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, les Américains le disent, hein, jamais les Jeux Olympiques de Los Angeles n'auront l'aura qu'ont eu ceux de Paris, ne serait-ce que par le cadre que la ville de Paris a pu offrir, enfin, Paris et ses alentours. Et puis tout ne s'est pas passé à Paris, mais bon, d'une manière générale, c'était quand même les Jeux Olympiques de Paris. C'est extrêmement positif. Et je crois que les Français en avaient besoin parce que les Français ont l'impression de ne plus rien faire de bon. Et que plus rien ne se fait de bon. Mais d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, les résultats sportifs sont en fait à l'image de ça. C'est-à-dire, malgré tout, je rappelle que on n'a pas en France une culture du sport très ancrée. C'est-à-dire, c'est un peu comme pour les maths, voilà, dans un registre assez à l'opposé, mais c'est-à-dire qu'on est bon en sport, on est très bons sportifs, il y a assez peu de sports où on n'arrive pas quand même à être au niveau international, en tout cas à un bon niveau, mais c'est fait avec des moyens qui sont dérisoires. Si on regarde les budgets, par exemple, de l'athlétisme, alors on n'a pas eu des résultats extraordinaires en athlétisme d'ailleurs, mais... On a eu une médaille d'argent, on a failli avoir une médaille d'or d'ailleurs. Comment? En athlétisme. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais si on regarde dans la plupart des sports, par rapport à l'Allemagne par exemple, qui a une culture beaucoup plus... ou les pays scandinaves, etc., ou les États-Unis évidemment, le Royaume-Uni, où il y a vraiment une politique volontariste extrêmement, comment dire, j'allais dire presque industrielle, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas dirigiste vis-à-vis du sport, c'est-à-dire on finance avec des résultats concrets, on donne des échéances. Enfin, il y a une véritable conjonction de l'économie, du politique et du sportif. En France, on pourrait d'ailleurs, on ne le fera pas, mais on le voit, ce qui se passe avec l'élection du président de la Ligue de football professionnel, c'est-à-dire que le football qui reste quand même là, le sport majoritaire en France, celui dans lequel on a peut-être le plus de moyens de briller au niveau international, son championnat est complètement à volo, enfin il y a des situations qui sont absolument ubuesques. Bon, et bien malgré tout, c'est-à-dire que les gens s'accrochent et on arrive à avoir des sportifs. Donc ça veut dire quand même que si on s'en donnait les moyens, on aurait peut-être moitié plus de médailles quoi, à chaque JO. Bon, je ne sais pas si ça doit être un objectif en soi, je ne le prétends pas, mais ça montre quand même qu'il y a, parce que ça se répercute dans tous les autres domaines, je pense aux entrepreneurs ou à certaines personnes qui sont capables d'inventer des choses. En France, on est très inventif, mais c'est le système D à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il manque au niveau de la tête de l'État, au niveau des élites, une volonté de réellement réanimer un pays qui a en fait un patrimoine et une capacité absolument époustouflante. Alors, juste un mot là-dessus. Je crois que ça a trait aussi à, par exemple, ce qu'on a vu pendant les polémiques qui ont suivi la cérémonie d'ouverture. Ça a trait à la structure de la culture légitime en France. Tu parles des mathématiques, Oui. tu parles du sport, notamment le football évidemment, alors, particulièrement le football qui est méprisé en France par l'élite culturelle, politique et intellectuelle d'une manière générale. En musique, on le voit également, on le voit je sais pas, en littérature ou en cinéma pour la science-fiction, pour la fantasy, qui n'ont jamais eu de lettres de noblesse en France, qui sont considérés comme des sous-cultures. Tout ce que j'ai cité, hein, même les mathématiques, hein, qui ne font pas partie de la culture légitime. Connaître un mathématicien n'apporte pas grand-chose à la culture légitime. Par contre, connaître l'œuvre de Victor Hugo, ça, par contre, c'est sacré. Et je crois que ça a trait avec ça. Et l'avantage de ce genre d'événement, où on se rend compte qu'on est fort sur des sujets dont on n'entend jamais parler, permet aussi aux Français de se réapproprier leur culture, et peut-être même, à terme, je l'espère en tout cas, de permettre des mutations d'une culture légitime qui est, en France, depuis l'après-guerre, vermoulue possible. Je pense, alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis, même si j'ai une vision un peu différente de la chose en l'occurrence, mais parce que quand tu dis on ne cite pas de mathématiciens, etc., et par contre Victor Hugo, mais ce qui est terrible, c'est que justement cette élite culturelle s'appuie sur
des références littéraires du passé qui sont parfois assez lointaines, très prestigieuses et dont on ne doit pas remettre en cause évidemment l'héritage. C'était pas mon Mais propos. Hein. en oubliant que ces gens-là précisément ne s'appuyaient pas uniquement eux-mêmes sur le prestige des anciens. C'est-à-dire, pour prendre que l'exemple de Victor Hugo, quand il écrit Les Travailleurs de la mer, c'est quand même la vie des pêcheurs des îles anglo-normandes. Enfin, c'est même plus les gilets jaunes, là. On est sur le degré presque, j'allais dire, c'est extrêmement bas comme situation sociale. Si on prend d'autres Émile Zola. D'autres personnalités de la littérature connaissaient, dialoguaient avec des mathématiciens, avec des philosophes, avec des physiciens. Tout ça a été complètement imbriqué, et en France peut-être plus qu'ailleurs. Il y a peut-être que le Royaume-Uni qui était un peu également dans cette optique-là. Et donc ça montre qu'en fait, il y a du côté de l'élite, et alors là on pourrait rebondir sur la cérémonie d'ouverture cette fois, il y a une déconnexion complète. C'est-à-dire non seulement une déconnexion avec le peuple, mais une déconnexion en fait avec les forces vives de la France. C'est-à-dire pas seulement, Thomas Joly est persuadé d'avoir une connivence avec Aya Nakamura, alors qu'ils sont dans des situations complètement, à tout point de vue, complètement opposées. Il n'y a rien qui les rapproche. La seule chose qui les rapproche, c'est la détestation d'une certaine manière de vivre française, en fait. C'est la seule chose sur laquelle ils pourraient s'accorder. Mais en plus, sur deux angles de vue extrêmement différents. Hein. C'est pas quelque chose de conscient, hein, j'entends bien. Mais voilà, c'est clair que c'est assez amusant d'ailleurs, parce que je pense qu'on choisit pour représenter la culture française des gens qui... Le meilleur exemple, ça a été, comment s'appelait-elle, celle qui avait commenté la cérémonie, Daphné Burki, qui, je pense, ne connaît rien en sport. Absolument rien. Et qui méprise, à mon avis, complètement ça, qui vit dans un petit entre-soi extrêmement feutré, où effectivement on se transmet des références culturelles, mais qui ne deviennent plus que des références, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus incorporées, et donc on perd tout le substrat qu'il y a derrière. Ça a été, voilà, je pense que ça c'est effectivement une chose qui ressort, et par contraste, comme tu le dis, on constate que précisément la France est encore vivace, et il y a effectivement toute une culture à reconstruire sur ces bases-là. Je dirais même que, et je m'arrêterai là, mais par certains aspects, il y a de la part des élites étrangères une meilleure connaissance de ce qui est vivant, de ce qui est beau, de ce qui est fort en France, que de nos élites nationales. C'est vrai. Et pour terminer, puisque j'y pense, on l'a vu d'ailleurs avec la mort d'Alain Delon. Bon, on pense qu'on veut d'Alain Delon, etc. Moi, je ne suis pas un fan particulier. Je ne connaissais pas d'ailleurs très bien l'œuvre d'Alain Delon jusqu'ici, mais c'est un des... Voilà, c'est quoi? Il y a combien de personnes ont le retentissement international d'Alain Delon dans le cinéma français aujourd'hui? Il y en a très peu. Gérard Depardieu. Depardieu, et vivant, j'entends. Et peut-être Jean Dujardin, qui maintenant a été... Oui, et à un moment... qui a tourné dans Léon. En tout cas, ce qui me frappe, c'est de voir que à peine est-il mort, la première chose qu'on est allé chercher, c'était ses accointances politiques ou je ne sais quoi. Enfin, des trucs qui n'avaient strictement rien à voir avec le schmilblick, pour le coup. Rien à voir. Il y a vraiment quelque chose, effectivement, qui appartient de l'ordre du rejet, On a été voir ces accointances politiques parce que les élites politiques françaises, notamment politiques, mais pas que, même les élites médiatiques et journalistiques, sont obsédés par leur petite mandarinade, c'est-à-dire par leurs intrigues de cour. Ouais, c'est ça. Ils ne s'intéressent pas à leur propre peuple, mais aussi d'ailleurs au peuple des autres, pour ce que ça change. Et donc je pense que c'est ce qui explique en grande partie qu'effectivement il y a un prestige plus grand de certaines figures à l'extérieur de la France qu'à l'intérieur. Mais pas le fait du peuple, parce que lui-même est plutôt suiviste, plutôt conservateur à ce point de vue-là. Le peuple français est plutôt dans son ensemble. Il aime les figures traditionnelles de la culture française. Il ne faut pas opposer non plus de manière schématique élite-peuple, parce que l'élite ne... Non, parce qu'évidemment, une élite ne jaillit jamais que d'un peuple. Il y a une communication, mais ça, c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra aussi reprendre le contrôle, n'est-ce pas, sur notre vie culturelle et sur notre... comment on pourrait dire ça, moi, j'aime bien l'idée de substrat, en fait, de substrat culturel, de revitaliser le substrat culturel français. Merci Kylian merci à toi, pour ce numéro de rentrée. C'est donc la fin là, de ce 15e numéro de Table Ouverte. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.
à laisser un pouce sur le haut si vous avez apprécié, et à commenter. N'hésitez pas à apporter vos commentaires, peut-être ce que nous avons dit sur soit Michel Barnier, soit les Jeux Olympiques. Et enfin, à partager cette vidéo. Tout ça est très important pour notre référencement. Voilà, nous vous remercions d'avance. Pas de numéro donc en octobre, mais bien évidemment, il y aura, comme je l'avais dit en début, la rentrée politique de Reprenons le contrôle à Paris le 19 octobre, donc, dans le 15e. Avec donc les deux tables rondes économiques et politiques, à partir de 10h30. Donc nous vous attendons nombreux là-bas. Évidemment, les débats seront enregistrés, diffusés et filmés. En attendant, vous avez déjà pu voir une vidéo avec une interview de Tom Benoît qui a été diffusée la semaine dernière. Il y aura d'autres vidéos du même format, franc-parler, avec d'autres invités. Nous sommes en cours de négociation, des invités politiques qui, je pense, vous intéresseront beaucoup. Et également des vidéos du nouvel format que présente Kylian, Contre-pied, donc il en prévoit une autre, sans doute dans le courant du mois d'octobre. Voilà, eh bien nous vous remercions, nous vous disons au 19 octobre, et dans tous les cas, à bientôt.